Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, voilà, nous sommes en 2018, nouvelle année, on va donc partir sur de nouvelles choses, nouvelles bases. Et pour cette première vidéo de cette nouvelle année, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce qui divise les gens. J'ai envie que les gens se rapprochent, qu'il y ait plus de fraternité et d'amour, etc. Enfin, toutes ces conneries, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui divise le plus les gens en ce moment? Eh bien, vous le savez bien, c'est Star Wars 8, évidemment. Tout a déjà été dit, ou pratiquement tout. Moi, j'ai lu énormément de choses sur Internet. Et moi, je voudrais faire un petit peu un bilan et une analyse un petit peu de tout ça. Et du film également. J'ai l'impression que les gens ont beaucoup d'arguments, mais que finalement, c'est pas des bons arguments. C'est pas des arguments objectifs. La simple preuve, c'est qu'ils peuvent être pris dans les deux sens. Donc les likers, comme on dit, ou les haters, des mots que j'aime pas du tout, parce que finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui haïssent. Enfin bon, voilà, c'est des termes que j'aime pas du tout, mais bon, qui sont largement utilisés pour dénigrer un petit peu chaque camp. Donc ceux qui ont aimé vont prendre les arguments et vont dire, bah voilà, eux, ils ont trouvé ces arguments intéressants et ils ont trouvé ça positif. Et ceux qui n'ont pas aimé, ils vont prendre les mêmes arguments et ils vont dire, bah non, c'est négatif, parce que ceci, parce que cela. Et du coup, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ça, parce que, voilà, c'est pas intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer de comprendre et d'analyser le film. Et quelle est la thématique, comment il l'exploite, etc. C'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est essayer de donner des pistes de réflexion qui permettent de mieux juger le film. Donc j'éviterai les arguments du type originalité, audace, déconstruction de la mythologie Star Wars, personnalité de Luke, les twists, l'humour. Tous ces arguments qui sont dans le film et que je comprends tout à fait qu'on puisse les utiliser et les sortir, mais comme ils peuvent être pris d'un côté comme de l'autre, bah, l'originalité, certains vont dire bah oui, l'originalité c'est très bien, on n'avait jamais vu ça dans un Star Wars, blablabla, et les autres vont dire bah ouais, mais du coup c'est plus un Star Wars et voilà, donc ces arguments-là peuvent être pris dans les deux sens, c'est pas très intéressant. Quand même, je vais revenir sur deux arguments que beaucoup de gens en fait invoquent à chaque fois pour argumenter en bien ou en mal. Et moi, ça m'a un peu énervé, donc j'aimerais bien revenir dessus. Et le premier d'entre eux, c'est Leia. Leia qui utilise la force. La scène de Leia qui utilise la force. Alors oui, je le dis évidemment pour ceux qui n'auraient pas compris, mais je pense que maintenant tout le monde à peu près a vu le film et il reste pas beaucoup de gens qui l'ont pas vu. Évidemment, il y aura plein de spoilers dans cette vidéo. Je vais pas, c'est une vidéo d'analyse, c'est pas une vidéo de critique à chaud et d'avis à chaud pour vous donner soit envie, soit pas envie d'aller voir le film. C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'essayer de comprendre certaines choses du film. Et donc, il y aura plein de spoilers, voilà. Donc, si vous n'avez pas vu le film ou si vous voulez le voir et que vous voulez pas être spoilé, ben, je vous invite à arrêter la vidéo, évidemment. Donc, il y avait donc deux arguments qui me semblent complètement fallacieux. Premier point, évidemment, Leia peut utiliser la force. Enfin, on a eu plein de détails dans la saga et dans les films, comme quoi elle était sensible à la force. Donc ça, il n'y a aucun souci, elle peut utiliser la force. Alors la question qui divise un petit peu tout le monde, c'est de se dire, mais à quelle puissance, à quel niveau elle peut l'utiliser? Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. On peut pas savoir exactement. On ne sait pas si elle a été un petit peu entraînée. Rien n'est dit dans le film, et c'est peut-être un défaut du film, un défaut de mise en scène. Rien n'est expliqué dans le film dans la manière dont elle peut utiliser la force, à part ressentir ben voilà, la présence de son fils ou quoi que ce soit, ou ce genre de choses. Mais elle peut quand même. Donc on sait qu'elle peut utiliser la force. On ne sait pas à quel niveau. Après, les gens disent, voilà, c'est Superman, elle vole dans l'espace, elle survit à l'espace, etc. Ça, encore une fois, c'est un argument complètement con parce que qui sait comment on meurt dans l'espace? Est-ce que vous êtes renseigné sur savoir comment on meurt réellement dans l'espace? Donc moi, j'ai fait l'effort de me renseigner parce que ça m'énervait un petit peu. Et donc, de ce que j'ai compris, on meurt dans l'espace pas de froid. Ça, c'est niette, on meurt pas de froid, on gèle pas
dans l'espace d'un seul coup. Alors, on dit toujours que l'espace c'est ultra froid, que c'est le froid absolu, etc. Euh, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu bizarre de dire ça. Pourquoi? Parce que l'espace, c'est censé être vide. C'est censé être du vide. Il n'y a pas d'air dans l'espace. Et donc, il n'y a pas de matière pour transporter la chaleur. Donc, le corps ne peut pas perdre sa chaleur comme ça. Le corps va geler, mais ça va prendre du temps. Et c'est pas parce qu'il est plongé dans un environnement froid. C'est pas ça du tout. Petit exemple très simple. Sortez dehors à poil en plein hiver à 4 degrés. Vous pouvez le faire. Vous pouvez tenir certain nombre de temps dehors sans geler. D'accord? Par contre, plonger dans l'eau à 4 degrés, alors là, vous ne pourrez pas tenir très longtemps. Tout simplement parce qu'il y a plus de matière, il y a plus d'échanges de chaleur avec la matière, avec l'eau qui est en contact que l'air, où l'air, il y a moins de contact, enfin, de matière qui échange de la chaleur, tout simplement. Et donc, quand il n'y a pas du tout de matière, bah, évidemment, là, la chaleur, elle ne s'échange pas, tout simplement. Et donc, le corps refroidit petit à petit par, comment on appelle ça, par perte d'énergie. En fait, par rayonnement d'énergie, plutôt. C'est-à-dire que le corps va rayonner son énergie, et le fait de rayonner son énergie, ça va lui faire perdre de la chaleur, et petit à petit, il va geler, et voilà. Mais ça va prendre du temps. Donc Leia ne peut pas geler d'un seul coup quand elle sort juste quelques secondes ou quelques minutes dehors. Donc, c'est pas le gel qui fait mourir les gens dans l'espace. Ce qui fait mourir les gens dans l'espace, c'est le vide. C'est-à-dire que, comme ils entrent dans un environnement vide, eh ben, tout ce qui est air et eau va se... Alors, je sais pas comment on dit, je connais pas les termes scientifiques exacts, etc. Mais bon, en tout cas, va sortir. Donc, par exemple, l'air des poumons va être éjecté. Les liquides qu'il y a dans la bouche, à la limite, les liquides dans les yeux et ailleurs, vous savez où je veux en venir, va sortir, tout va sortir. Parce que c'est le vide, en fait, tout simplement. Et donc, on n'aura plus d'air, et on va être asphyxié. Un mot difficile à dire, on va être asphyxié, on va étouffer, tout simplement. Enfin, la personne qui sera dans l'espace va étouffer. Et elle va tomber dans les pommes très rapidement. Alors là, je ne sais plus trop pourquoi, j'ai lu ça, mais bon, sûrement par la perte de liquide et perte de gaz et les échanges gazeux qui se font moins bien, ou je sais pas, mais en gros, la personne va perdre connaissance entre 10 et 15 secondes après être entrée dans l'espace, et elle va mettre plusieurs minutes avant de mourir. C'est-à-dire que quelqu'un peut sortir dans l'espace, tomber dans les pommes, on peut le ramener, et on peut le ranimer s'il n'est pas resté trop longtemps dans l'espace. Voilà. Donc, pour en revenir à Leia, on peut supposer qu'elle est partie dans l'espace, que ça ne dure pas des plombes. Donc on peut supposer que pendant les 15 premières secondes où elle reste, sa conscience est toujours là, eh bien, elle peut agir, donc elle peut utiliser la force, et se pousser vers le vaisseau avant de tomber dans les pommes. Donc ça, tout à fait possible. Ensuite, quelle force il faut pour se pousser dans l'espace? Alors, je vous épargne tous les calculs, etc., mais il y a évidemment, on peut faire des calculs scientifiques, etc., c'est tout à fait possible. Et en gros, de ce que j'ai compris et de ce que j'imagine, elle pourrait, si elle est capable d'utiliser la force pour d'une puissance équivalente à soulever une pierre d'une dizaine de kilos, voire moins sur Terre, elle peut se pousser assez facilement dans l'espace et se pousser pendant 2-3 secondes, hein, même pas besoin de se pousser pendant 10 secondes, puisque dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de frottement, donc une fois qu'on a pris une certaine vitesse, on va la garder. Et donc elle peut se pousser pendant quelques secondes pour se ramener vers le vaisseau en utilisant une force plutôt moyenne. Enfin, donc elle n'a pas besoin d'être surpuissante, donc elle n'est pas Superman. Alors par contre, pourquoi les gens se focalisent sur ça? Ils ont l'impression que c'est Superman. Parce que les gens ont sûrement une mauvaise idée de ce
qu'est la mort dans l'espace, ou ce qu'est un corps sans scaphandre, etc. dans l'espace, ce qu'il advient. Bon, déjà, la première idée, c'est qu'ils ont l'impression qu'on gèle tout de suite. Bon, c'est une idée fausse. Mais ça, il y a un problème de mise en scène là-dedans, parce que le réalisateur, il le sait, ce que les gens pensent de la façon de mourir dans l'espace, la plupart des gens. On a vu plein de films où dès qu'il y a une personne dans l'espace qui enlève son casque, etc., puis en 2 secondes, il est gelé, quoi. Donc, il y a cette fausse idée qui est quand même assez répandue, et le réalisateur le sait. Et donc, le réalisateur aurait dû, dans une mise en scène correcte, casser cette image et montrer que dans l'univers qu'il présente, ça se passe pas comme ça. Et du coup, ça aurait beaucoup moins choqué. Et en plus, la scène est moche. Enfin, je veux dire, elle tend le bras. En fait, c'est les habits. Elle a une espèce de gros habits assez ample qui bouge pas. Et on a l'impression que c'est une grosse patate dans l'espace qui se met à bouger. C'est vraiment très très moche. La mise en scène est vraiment très très laide et c'est raté. Et je sais pas, pour donner quelques idées simples, elle aurait pu être éjectée dans l'espace et se battre. Se battre, être énervé, essayer de s'en sortir, etc. Enfin, réagir, quoi, avoir des réactions et pas être toute molle. Enfin bon, voilà. Et du coup, ça aurait été beaucoup plus logique et les gens auraient été, je pense, moins choqués par cette scène. Et donc, cet argument m'énerve parce que tous les gens disent que c'est pas possible et que c'est pas un argument valable. Pourquoi ça serait pas possible dans le monde de Star Wars? Que la mise en scène soit mauvaise, ok, mais dire que c'est pas possible... Voilà, quoi. Ah là là, elle est trop puissante, elle est trop machin et tout. Voilà, c'est vraiment un problème de mise en scène, c'est pas vraiment un problème d'incohérence ou d'impossibilité ou de Superman, truc. Non, ça n'a rien à voir. Le deuxième argument qui m'énerve énormément et que j'entends tout le temps et qui m'agace au plus haut point, c'est l'argument de dire que Star Wars 8 prend à revers toutes les théories des fans. Alors déjà, moi je connais pas toutes les théories des fans, hein. Je pense pas que tout le monde connaisse toutes les théories des fans. Il y a des fans, pas des femmes. Il y a peut-être des théories, qui sont mainstream, on va dire, des théories que tout le monde connaît. Mais je suis sûr qu'il y en a plein qui avaient plein d'autres théories. Enfin bon, et puis il y en a d'autres qui s'en foutent, qui n'ont pas imaginé de théorie par rapport à ce qui allait se passer dans le 8. Et même si ça prend à revers toutes les théories des fans, je vois pas en quoi ça peut être un argument pour dire que c'est une qualité ou un défaut. Franchement, là, je pige pas du tout, quoi. Parce que, enfin, si ça reprend une théorie des fans, de fans, un fan fait une théorie, c'est exactement ce qui se passe dans le 8. Bon, bah, le fan, il va être content, il va dire ouais, j'ai trouvé, etc. Mais les autres, ils seront étonnés, ce sera pas ce qu'ils avaient imaginé. Bon. Et ceux qui n'auront rien imaginé, bah, ils seront contents aussi, parce qu'eux, ils n'avaient pas du tout imaginé ce que ça serait. Donc voilà. Et donc, j'ai l'impression que cet argument satisfait que les gens qui cherchent juste qui cherchent juste une satisfaction personnelle à ce que les gens aient tort et que voilà, que eux aient raison quelque part. Ça leur donne raison. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre cet argument. Je trouve ça tellement débile. En fait, cet argument, ça peut satisfaire que le réalisateur qui, justement, peut se dire, qui peut faire son petit malin et qui peut dire, vous voyez, bah, vous avez imaginé plein de choses, et ben moi, fuck, j'ai fait ce que je voulais, j'ai fait quelque chose de différent, voilà. Il n'a pas fait ce qu'il voulait, il a fait quelque chose de différent. Donc oui, il fait son petit malin, il est content, mais voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Ça va pas plus loin que ça peut pas être un argument pour dire que pour dire que le film est de qualité ou pas. Cet argument est vraiment, j'insiste, vraiment stupide. Donc pour en revenir sur ce qui m'intéresse réellement ici dans cette vidéo, c'est donc une petite analyse du film, donc une recherche un petit peu de ses thématiques, de son développement, comment il développe les thématiques et comment il les amène à une conclusion. J'ai l'impression, je crois qu'il y a une thématique principale, et je vais me concentrer dessus, c'est la thématique de l'échec. Pour bien comprendre un petit peu comment fonctionne cette thématique dans le film, je vais prendre les 3 arcs principaux. Donc il y a l'arc avec Poe, l'arc de Finn,
et l'arc de Luke. Pour moi, c'est les 3 principaux arcs qui abordent cette thématique de l'échec. Donc on va commencer avec l'arc le moins important à mes yeux, c'est l'arc donc Poe. Qu'est-ce qui caractérise Poe au début du film? Poe, c'est un pilote talentueux. Et qu'est-ce qui le motive? En fait, ce qui le motive, c'est l'action et l'exploit. On le voit au tout début, il se retrouve tout seul face à un énorme vaisseau ennemi, là, je sais pas comment, un destroyer ou je sais pas quoi. Et il est tout seul avec son petit vaisseau, son petit X-Wing, et c'est un peu David contre Goliath. Il cherche l'exploit de faire quelque chose d'impossible. On le voit dès qu'il commence à détruire les canons de tout ce vaisseau, on voit très bien qu'il prend du plaisir, et il n'arrête pas de gueuler, crier, ouais, il est heureux, il est à fond, il est dans l'euphorie. Donc on voit bien que ce personnage est caractérisé par l'action, etc. Il n'est pas du tout caractérisé par l'idée d'aider ses amis, de sauver la résistance. Et ce qui montre encore plus ça, c'est que finalement, il emmène tout plein de soldats se sacrifier pour détruire le gros vaisseau ennemi. Donc voilà, ça c'est la caractérisation du personnage de Poe. Et évidemment, il échoue. Alors, il échoue une première fois parce que Leia donc, le remet à sa place et donc le dégrade. Donc il passe de commandant à capitaine. Donc il perd une liberté d'action. Ensuite, donc quand il y a les gros vaisseaux qui suivent la trace lumière des vaisseaux de la Résistance, les gros vaisseaux du Premier Ordre qui arrivent, là il y a Leia qui dit ok bon bah, vas-y va prendre ton vaisseau, va te battre. Donc là il est tout content, il se met à courir, vas-y BB-8, on y va à fond et tout. Et là il y a Kylo Ren qui arrive et qui explose le hangar, il explose le hangar des X-Wing. Donc il explose tous les jouets de notre ami Poe. Et donc voilà, Poe encore frustré, encore échec, il peut pas encore réaliser ce qu'il aime faire. Ensuite vient sa confrontation avec Holdo. Holdo qui arrête pas de le rabaisser et qui l'empêche en fait de jouer, d'agir, d'être dans l'action encore une fois. Et du coup il essaye de créer une mutinerie pour, encore une fois, agir et encore une fois faire des exploits, etc. Ça dure 2 minutes, il arrive à faire sa mutinerie et au bout de 2 minutes c'est terminé. Sa mutinerie échoue, et voilà, nouvel échec pour Poe. Et ensuite, dernier échec, on se retrouve sur la planète de Sel, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, donc on se retrouve sur la planète de Sel, et là, évidemment, ils sont un peu dans la merde, et donc du coup, Poe essaye de mettre en place une contre-attaque, donc avec des petits vaisseaux merdiques, hop, ils vont tous essayer d'aller détruire le canon du Premier Ordre. Ils se font tous laminer, la résistance se fait laminer et tout, et Poe s'en rend compte. Et là, il échoue encore une fois, puisque finalement il n'arrive pas à détruire ce canon. Et cette fois, personne ne lui empêche en fait d'aller jusqu'au bout, mais c'est sa raison. Sa raison, il a écouté un petit peu les messages que lui ont... ce qu'ont essayé de lui faire comprendre Holdo et Leia. Donc il a compris. Donc là, son personnage évolue. Son personnage évolue, il a appris de l'échec, sa raison prend le pas sur son adrénaline, et donc il arrête l'attaque, qui est une attaque perdue d'avance, donc voilà, donc il y a une évolution. Et ensuite, comme récompense, il y a Leia, donc qui lui redonne le commandement. C'est lui qui reprend les ordres, voilà, il a acquis une certaine sagesse et il peut de nouveau être un commandant et diriger des équipes. Donc là, il y a tout un arc. On voit bien que son arc a une évolution et qu'il est déterminé par l'échec, mais que l'échec arrive à le transformer. Au final, je trouve que Poe est un peu diminué. C'est-à-dire, il devient un petit peu plus intéressant dans le sens où il a acquis une certaine raison, et donc il perd son côté casse-cou, son côté un petit peu euphorique, un petit peu exagéré, un petit peu voilà, super pilote un petit peu exagéré. Mais d'un autre côté, il perd aussi son côté un petit peu héroïque, et du coup, il devient un personnage un peu plus lambda, il perd un petit peu ce qu'il caractérisait. Et donc voilà, donc il évolue, certes, mais il perd un petit peu de son charme. Et puis,
il y a un côté aussi assez étonnant, c'est que il est vraiment très... C'est un personnage qui est vraiment très enfantin. Il est vraiment décrit comme un enfant finalement, parce que il a envie de jouer. Pour lui, c'est un jeu en fait de se battre et de faire la guéguerre. Il a des jouets, c'est son X-Wing. Et quand Leia lui interdit de jouer, bah voilà, il est pas content, quoi. Il essaye de réagir à ça. Donc il a vraiment un caractère très enfantin. Et la preuve même, c'est que quand il revient sur le vaisseau dans la première scène, sur le vaisseau de la Résistance, Leia lui fout une baffe. Enfin, moi ça m'a scié cette scène-là parce que enfin, on est censé être entre adultes, c'est censé être des gens adultes. Les adultes se foutent pas des baffes. À la limite, on fout une baffe à un gamin, mais pas entre adultes, c'est vraiment ridicule. Donc cette baffe de Leia me fait vraiment penser que le personnage, c'est vraiment une relation mère-enfant. Et c'est pour ça qu'en fait, même Holdo n'explique pas son plan à Poe. Parce que Poe est considéré comme un enfant, et Holdo se considère comme une maman. Et la maman, elle n'a pas à tout expliquer à son gamin. Le gamin, il doit obéir, voilà. Enfin bon, je suis pas un spécialiste de l'éducation des enfants, donc ça, je sais pas, je suis pas un spécialiste, mais on voit un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Donc voilà pour l'arc avec Poe. Donc le deuxième arc intéressant, je pense, c'est l'arc narratif de Luke. Donc Luke est reclus sur son île déserte. Et pourquoi il est reclus? Parce qu'en fait, il a échoué. Il a échoué à former une nouvelle génération de Jedi, il a échoué à former correctement son neveu, et son échec a créé Kylo Ren. Donc a créé le mal, le nouveau mal, qu'il avait réussi à éradiquer. Là, c'est lui qui est à l'origine de ce nouveau mal. Donc voilà, c'est un échec quand même qui est assez important. Il se rend compte également de l'échec des Jedi. Il ne voudrait pas refaire les mêmes erreurs. Et du coup, comme il ne sait pas comment ne pas refaire les mêmes erreurs, il en vient à la conclusion un peu extrême que en fait, c'est les Jedi, lui et lui-même, qui doivent disparaître. Ils sont à l'origine, ils pensent en tout cas qu'ils sont à l'origine des erreurs et des échecs commis, et donc il faut qu'il disparaisse. Et donc c'est un personnage très, très sombre, très noir, très dépressif. C'est ce qui gêne un petit peu les fans de la série, c'est que oui, Luke... alors, Luke n'était pas... C'est une caractéristique de Luke qui n'était pas connue. Alors moi je dis pourquoi pas faire un Luke dépressif, etc. Le seul problème que je vois ici, c'est que si on se base donc sur la saga, donc là si on sort un petit peu de Star Wars 8, de cet épisode, il a déjà connu l'échec, Luke. D'ailleurs, il a connu beaucoup d'échecs. Si vous vous rappelez bien, dans l'épisode 5, donc il échoue dans la grotte, donc il va dans la grotte, etc., il échoue. Il échoue face à Dark Vador, il se fait couper la main, enfin bon, voilà, il échoue à sauver... C'est pas lui qui sauve ses amis se sauvent tout seuls. Donc il échoue à sauver ses amis, c'est ses amis qui le sauvent, il échoue à tuer l'empereur, et c'est finalement Anakin, Dark Vador, qui tue l'empereur. En fait, la seule réussite de Luke, finalement, c'est d'avoir ramené son père dans le côté lumineux. Ou alors d'avoir même... C'est même moins fort que ça, peut-être. Hein, c'est juste d'avoir perçu le côté bon de son père. Et comme il l'a perçu, il l'a titillé, il l'a réveillé, quoi. Voilà, donc c'est son exploit. C'est pas le plus grand Jedi de tous les temps. Il a connu beaucoup d'échecs, mais il est toujours resté positif. Il réussit à ne pas sombrer dans le côté obscur. Mais comment il ne sombre pas dans le côté obscur? Simplement parce qu'il y a une mise en parallèle de son combat dans le 5 contre Dark Vador et son combat dans le 6 avec Dark Vador, toujours. C'est-à-dire que dans le 5, il perd le combat parce que il reste dans le côté bon, il n'a pas assez de formation, etc. Il perd le combat et il se fait couper la main. Et là, dans le 6, il tombe dans le côté obscur, il a la colère qui monte en lui, etc. Et donc cette colère, ce côté obscur lui permet d'avoir la force de vaincre Dark Vador, de vaincre son père, et donc il lui coupe la main. Et le fait de lui couper la main met en parallèle les deux combats, et dans son esprit, ça le ramène dans le côté lumineux, de toute manière, parce qu'il se voit comme s'il était Dark Vador, tout simplement. Ça rejoint également la scène de la grotte, etc. Et tout fait le lien. C'est pour ça que c'est très intéressant, enfin, c'est pour ça que la trilogie, elle est vraiment très intéressante, elle fonctionne très bien. Tout ça pour dire que Luke a eu beaucoup d'échecs, et que finalement, il a réussi à rester plus ou moins positif,
Et donc c'est un petit peu étonnant qu'il devienne en fait cet ermite dépressif et boucon. Bon, soit, admettons. Là, je pense qu'une mise en scène un petit peu mieux travaillée, une écriture un peu mieux travaillée, aurait pu nous permettre de mieux comprendre ce personnage. Ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, on nous impose ça, on nous met ça sur un plateau, voilà, Luke il est comme ça, et les seules explications qu'on a sont pas assez convaincantes aux yeux de beaucoup de monde. Et donc c'est un peu dommage. Je pense que ça vient un peu beaucoup de la mise en scène. Enfin bon. Passons et restons sur Star Wars 8. Donc il ne peut pas former Rey parce que il est dans l'échec et il veut en finir avec les Jedi, etc. Mais il y a quand même Yoda qui arrive, qui vient lui expliquer en fait que il est dans l'erreur. Là, c'est encore un échec pour Luke, c'est que la voie qu'il a choisie n'est pas la bonne. C'est-à-dire que le fait de faire disparaître les Jedi, de disparaître, c'est pas la bonne voie pour faire disparaître le mal. Ce qu'il faut faire, c'est apprendre de ses échecs. Ok, les Jedi se sont trompés, ok, ils ont échoué, ok, Luke a échoué également. Voilà, mais il faut qu'il apprenne de ses échecs et qu'il les apprenne et qu'il transmette en fait ces échecs à la génération suivante pour leur expliquer ce qu'il ne faut pas faire. D'où l'importance de l'histoire, d'où l'importance de ne pas brûler les livres de Star Wars des Jedi, puisque c'est l'histoire des Jedi et qu'il faut apprendre du passé et donc pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Enfin bon, là je digresse à nouveau, mais c'est pas là où je voulais en venir. Donc Yoda lui explique clairement que l'échec sert justement à évoluer, et donc Luke le comprend, et Luke se réveille, entre guillemets, et va, dans la dernière scène, sauver ses amis, sauver la résistance. Et ce qui est assez fort, en fait, je trouve, c'est que, du coup, le fait d'agir, en fait, c'est qu'il va transmettre, plus que d'agir contre Kylo Ren, plus que de sauver la résistance, sauver concrètement la résistance, ce qui est intéressant, c'est qu'il transmet l'idée au monde par son exploit. C'est bien dit à la fin avec la scène des gamins, c'est qu'en fait, il transmet le fait que peu importe qu'on tombe de cheval, le nombre de fois qu'on tombe de cheval, on peut toujours remonter dessus et à un moment réussir. Et ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est motivé à remonter sur le cheval? C'est l'espoir, c'est l'espérance. Donc il transmet cette espérance au monde. Et l'arc narratif de Luke est très intéressant à ce niveau-là. Alors enfin on arrive au troisième arc, qui est pour moi peut-être l'arc le plus intéressant et le moins bien réalisé, mais qui aurait pu être le mieux finalement, c'est l'arc avec Finn. Alors pourquoi Finn? Parce que le personnage de Finn déjà est un personnage très intéressant. Déjà c'est un personnage nouveau qu'on n'a jamais vu dans la saga. C'est un Stormtrooper qui est devenu gentil, enfin bon, qui s'est échappé de ses conditions de Stormtrooper. C'est un personnage qui a finalement plein de défauts, parce que au début il cherche qu'à fuir en fait, donc il a peur de ce que représente le premier ordre et le mal, etc. Donc il a peur, il veut s'enfuir le plus loin possible de ça, il veut pas se battre. Mais il rencontre des gens, il se lie d'amitié avec des gens, et du coup, il change, il évolue, il change de perspective, et il se dit, bah non, il veut... L'amour qu'il a reçu, la fraternité qu'il a reçue, il veut la conserver, et pour la conserver, il faut conserver ses amis, et donc il veut aider ses amis. Et donc en ça, c'est un personnage très intéressant. Et c'est un personnage qui est pas balèze, qui est pas fort comme Poe, qui est pas fort comme Rey. Rey, elle est ultra forte, quoi. Ça, on peut pas le nier. Poe, il est ultra balèze, je veux dire, avec son X-Wing, il détruit des TIE Fighters, en veux-tu, en voilà, sans problème. D'ailleurs, ça c'est un problème, c'est un énorme problème, c'est ça qui m'énerve dans la nouvelle saga. Bon, je digresse encore une fois, mais je trouve personne n'en a parlé, ou très peu. Je veux dire, Poe, il est super balèze. Il te détruit des TIE Fighters, il t'en détruit 3, 4, 5 d'affilée en quelques secondes, alors que dans la première trilogie,
détruire des TIE Fighters, c'était compliqué, quoi. C'était vraiment... et, euh, et pareil, Rey, dans le Faucon Millennium, elle détruit 3 TIE Fighters. Il y a une scène où elle détruit 3 TIE Fighters d'un coup. Elle les aligne et paf, elle détruit 3 TIE Fighters d'un coup. Dans la dernière scène du Star Wars 8. Et je trouve ça complètement débile. Rappelez-vous, le premier film de la première trilogie, il galère à détruire 2 TIE Fighters. Ou 3, je sais plus. Quand il s'enfuit quand Han Solo, avec la princesse Leia, Chewbacca et Luke, ils s'enfuient de l'étoile noire sur le Faucon Millennium, et ils sont poursuivis par des TIE Fighters, et ils se battent, ils essayent de les détruire, et ils galèrent à mort. Et là... Non, là, détruire des TIE Fighters, c'est super simple. Donc du coup, les TIE Fighters, ils font pas peur. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve dans ce film. Mais bon, c'était de la digression. J'oublie ça. Tac, tac, tac. On revient donc sur notre sujet, donc l'arc narratif de Finn. Finn a vraiment une histoire assez tragique, hein, finalement, parce que, évidemment, c'est un enfant soldat. Il a été brainwashé, donc il a subi des lavages de cerveau pour pouvoir être un soldat docile. Il a réussi à sortir de sa condition, à s'échapper de cette condition. On ne sait pas trop comment, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il a réussi à s'échapper de cette condition et pas d'autres Stormtroopers ont pu, mais bon, peu importe. Et donc il a quand même un vécu traumatisant. Et bon, il a été blessé gravement par Kylo Ren, enfin bon. Donc c'est un personnage intéressant qui est pas ultra fort et qui a des traumatismes et voilà, il a une histoire qui est beaucoup plus finalement développée et travaillée que Rey ou Poe. C'est vraiment le personnage emblématique de l'échec. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que tout son parcours, c'est un parcours d'échec. Et donc la première scène où en fait il cherche à s'enfuir, ou en tout cas à partir de la résistance pour aller rejoindre Rey et la prévenir, là il échoue, parce qu'il y a Rose qui arrive et qui lui fout un coup d'électro, et donc il échoue. Donc il part sur une autre mission, où il doit aller trouver un hacker, il trouve pas le hacker, en plus il perd sa volonté, parce qu'au début il avait une volonté quand même d'aller vers Rey, là il perd sa volonté, il suit ce que Rose dit. Il se retrouve en prison avec Rose. Par chance, il trouve un autre hacker. C'est le hacker qui les sort de prison. C'est BB-8 et le hacker qui les sort de prison, qui viennent leur sauver les miches. C'est pas Finn. Finn ne fait rien. Finn n'a aucune influence sur sa destinée. Il ne fait que suivre, il ne fait que à peine réagir à l'action qui se passe autour et à ce que leur demandent en fait les autres personnages. Et donc c'est un personnage qui est très faible. Ils arrivent sur le grand vaisseau du Premier Ordre, et là, pareil, ils échouent à désactiver le système de traquage de la vitesse lumière. Donc Finn ne fait que échouer. Et à force d'échouer, je pense qu'il y a une sorte de frustration et de colère qui monte en lui. Et le fait d'échouer, il a tout le temps, il a besoin de se prouver qu'il peut réussir quelque chose. Et du coup, ça explique la dernière scène. Pourquoi il cherche à se sacrifier, à détruire le canon en se sacrifiant. Pas parce qu'il a envie de se sacrifier pour se sacrifier, mais parce qu'il voit pas d'autre solution. Tout ce qu'il fait, il le rate. Il en a marre, il est frustré, il est en colère, et là il veut réussir quelque chose, et quitte à mourir pour réussir, il veut réussir, quoi. Il a une volonté farouche de réussir, ce qui l'entraîne à aller vers ce sacrifice. Et là, il échoue à nouveau, il y a Rose qui arrive, et blam, qui l'empêche de se sacrifier. Et ça, c'est quelque chose de narrativement raté. C'est le seul personnage qui n'évolue pas. D'ailleurs, il est très dommage, je trouve, dans cette mise en scène de cet arc narratif, que Phasma revienne et qu'elle se batte avec Finn, et que Finn réussisse à la battre. Je trouve que ça atténue énormément la force de la scène où il tente de se sacrifier. Parce que voilà, il est frustré et en colère de pas réussir à faire des choses, et donc c'est ce qui le motive à essayer de réussir quelque chose, quitte à se sacrifier. Et là, s'il a réussi de battre Phasma, il a forcément moins de colère, moins de frustration, donc c'est moins logique qu'il cherche à se sacrifier.
Donc finalement, son personnage évolue peu, c'est toujours les circonstances, des circonstances extérieures ou des personnes extérieures, son entourage, qui fait qu'il bouge, qu'il agit. Enfin, il agit pas en fait, c'est toujours ce qu'il y a autour de lui qui fait l'action. Et c'est un peu dommage parce que qu'il évolue pas, parce que ça aurait pu être un arc narratif très fort, hein, un personnage très important de cet épisode 8. C'est-à-dire que d'un personnage assez faible, d'un perdant, d'un loser, d'un personnage qui ne fait que suivre, on aurait pu l'amener finalement petit à petit à un personnage qui, en se sacrifiant, certes, en fait, devient le héros du film, le sauveur de la résistance. Et ça aurait pu être voilà, quelque chose d'assez marquant. Il a fait que échouer, mais il devient le véritable héros du film. Alors certes, ça implique un message un petit peu limite, que ce genre de message j'aime pas trop, c'est le sacrifice, etc. Mais c'était la logique un petit peu de cet arc narratif. Et le fait qu'il échoue encore une fois, voilà, quoi, ça fait que tout son arc narratif ne sert pas à grand chose, il n'a pas d'évolution, donc ça sert pas à grand chose. Et c'est un peu dommage. Évidemment, il était nécessaire qu'il ne réussisse pas son sacrifice, puisque ça aurait été aux dépens de l'arc narratif de Luke. Donc voilà, et là c'est encore, je pense, un des défauts du film, c'est qu'il y a trop d'arcs narratifs qui se croisent, et l'écriture empêche finalement certains arcs de pouvoir s'être bien développés. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien où veut nous amener Rian Johnson sur cette notion de sacrifice, parce que d'un côté, c'est bien de se sacrifier quand c'est Holdo qui le fait, et d'un autre, c'est pas bien quand c'est Finn qui le fait. Donc je ne pense pas que Rian Johnson avait une intention particulière sur ce sujet, mais pour moi, ça reste un défaut d'écriture. Alors, petit rajout de dernière minute, il y a évidemment également l'arc narratif de Kylo où l'échec est bien présent. Kylo est un ado colérique qui cherche à devenir adulte et accessoirement un grand méchant, mais il échoue continuellement. Il a tué son père, mais ça l'a pas changé. Il n'arrive pas à tuer sa mère, et il pique toujours des colères. Il pique une colère avec son casque en début de cet épisode, et il pique toujours une colère face à Luke à la fin de l'épisode. Donc son personnage, dans le fond, n'évolue pas et ne devient pas le méchant badass. Le seul moyen que trouve Rian Johnson pour en faire le grand méchant de l'histoire, c'est de tuer Snoke. Mais finalement, il ne fait que tuer la potentielle vraie menace. Donc pour conclure, Star Wars 8 aborde la thématique très intéressante de l'échec, thématique qui avait déjà été abordée dans les précédents épisodes de Star Wars, mais il y apporte un regard assez nouveau. Et alors ça, c'est très intéressant. Tout cela, évidemment, ne change rien à mon avis global sur le film. Il aborde des thématiques intéressantes, comme celle qu'on vient d'étudier, la thématique de l'échec. Et je suis prêt à adhérer et à suivre les ambitions que Rian Johnson avait pour son script. Mais, malheureusement, je trouve que c'est très mal écrit et très mal mis en scène. Et ce défaut de mise en scène et d'écriture m'empêche en fait d'adhérer finalement à ces idées. Mais franchement, si ça avait été bien écrit et bien montré, bien mis en scène, moi je peux tout à fait adhérer à la déconstruction du mythe de Star Wars, de la mythologie de Star Wars. Pourquoi pas? Dire que Luke Skywalker balance son sabre au-dessus de l'épaule, pourquoi pas? Mais après, il faut que l'écriture et la mise en scène me fassent comprendre et croire à ça. Et pour moi, là, le film n'y arrive pas. Pour ce simple exemple du sabre laser qui est balancé par-dessus l'épaule, c'est quand même un des éléments les plus forts, là, le plus d'attente qu'avaient les spectateurs suite au set, c'était ça, c'était la transmission de ce sabre. Et le fait de le balancer par-dessus l'épaule, il fallait que derrière, on comprenne pourquoi et qu'on adhère à ça. Et sauf que derrière, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met des scènes où Luke se balade, va pêcher, va traire des vaches. What? Enfin, franchement, ça n'explique pas son personnage. Ces scènes-là sont vraiment... voilà, c'est un défaut de mise en scène. Voilà, tout ça pour aussi dire que
j'ai l'impression, après avoir réfléchi à tout ça, que Ryan Johnson a un complexe d'enfant. Je ne sais pas si ça existe, il faudrait que je me renseigne en psychologie. Mais tous ces héros sont quand même très enfantins. Ils réagissent comme des enfants. Et ils sont, ils ont des mentors, en général des femmes, qui se comportent comme des mamans. Je prends exemple la baffe de Leia, mais il y a même Hux qui fout une baffe. Enfin, je sais pas ce qu'il a avec ses baffes, mais moi je pense qu'il y a peut-être quelque chose. Et du coup, ça m'intéresse de voir un petit peu toute la filmographie de Ryan Johnson en regardant sous cet angle d'un complexe d'enfant vis-à-vis de sa maman, je sais pas. Donc ça, c'est un truc que je suis curieux de voir quand même. Enfin bon, tout ça pour dire que voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de réfléchir un petit peu autrement sur ce film et qu'elle vous permet de voir d'autres aspects et que ça soit que vous aimiez ou pas, voilà, c'est assez intéressant, il y a des thématiques intéressantes et je pense que tout film mérite d'avoir un petit peu des réflexions un peu plus poussées sur son univers, sur l'histoire qu'il raconte, etc. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse année et que tout se passe dans le meilleur des mondes et que voilà, mais que je sais que ça arrivera pas, mais bon voilà, on peut toujours espérer comme Luc. Et puis voilà, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire, blablabla. Et puis j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, et puis liker, partager, enfin, vous connaissez tout le reste, mais c'est vrai que ça permet un petit peu voilà, de développer un petit peu la communauté. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.